IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons parler de la conscience animale ce soir avec Yannick Lecam. C'est un livre qui est publié aux éditions d'Entre-deux-mondes. La conscience animale, une exploration du monde spirituel félin. C'est un livre de Jean-Claude Jeunel et de Yannick Lecam. Bonsoir Yannick Lecam. Bonsoir Joël, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Jean-Claude Jeunel est un chercheur en sagesse, auteur d'une trentaine d'ouvrages de spiritualité vivante. Il est familier des états modifiés de conscience et de la quête de sens. Il anime depuis 40 ans des formations sur l'éthique relationnelle et les valeurs de l'âme. Quant à Yannick Lecam, avec lequel nous aurons cette émission, il est coach par la voie des rêves, la méthode TCAPC, et psychanalyste jungien. Il est auteur de Puissance de la pensée créatrice. Il collabore depuis de très nombreuses années avec Jean-Claude Jeunel. L'éditeur du livre dit en préface: une des clés indispensables pour retrouver notre vision du monde, ouvrir une voie de réconciliation avec l'ensemble du vivant et guérir l'humanité de son arrogante domination. Alors, on va parler des animaux et plus particulièrement des chats. Et au début, Jean-Claude Jeunel se demande pourquoi ce matin-là, à son réveil, a-t-il ressenti le désir impérieux d'avoir un chat. Il savait qu'il y avait un animal qui l'attendait quelque part. Est-ce que vous, Yannick Lecam, vous avez des animaux? Alors oui, effectivement, ce qui est intéressant dans cette aventure avec le monde animal, c'est que il se trouve que j'habitais dans le même immeuble donc, que Jean-Claude Jeunel à l'époque, où il y avait ces deux chats, donc Chanty et Marine, demi-frères et demi-sœurs donc. Et en fait, moi, j'ai quasiment adopté, au feeling, j'ai adopté Marine, alors que Chanty était vraiment le chat de Jean-Claude. Donc, très souvent, les chats venaient dans mon appartement, retournaient dans l'appartement de Jean-Claude Jeunel. Et c'est cette proximité qui a fait que j'ai pu partager avec Jean-Claude pas mal de ces rencontres, de ces expériences aussi. Et du coup, ça m'a rendu très, très familier des chats, alors que avant je n'avais pas d'animaux. J'avais eu un chien quand j'étais petit, mais j'ai découvert le monde félin et j'ai découvert cette sensibilité, j'ai découvert ce mystère en fait de la présence féline, mais on pourrait dire aussi de la présence animale, et en quoi elle pouvait réellement compter dans notre vie. Non pas comme un petit compagnon comme ça, comme on a des beaux objets, des beaux tableaux ou des souvenirs qu'on accroche chez soi pour la décoration, mais vraiment une présence vivante, une conscience vivante qui est là à nos côtés et avec laquelle il n'est pas toujours aisé au départ d'entrer en contact. Et cette aventure qui est retracée dans le livre, c'est l'aventure justement d'une prise de conscience qu'il y a des liens, mais d'une extrême profondeur, et entre l'humain, entre le monde animal, mais bien évidemment aussi avec le végétal et le minéral. Donc l'ensemble du monde vivant. Mais l'intérêt de cette aventure avec les chats, et moi qui ai découvert à travers Marine, donc la demi-sœur de Chanty, qui est un peu la vedette du livre, eh bien, j'ai découvert effectivement ma propre sensibilité. Une sensibilité que j'ai approchée et que j'appelle aussi ma vulnérabilité, en quelque sorte. Ce côté qu'on pourrait appeler en psychologie analytique le côté féminin, la féminité de l'être, eh bien, je l'ai découverte, moi, à travers mon rapport avec ces chats et particulièrement avec Marine. Oui, on va rappeler que le 28 janvier 2015, les animaux ont été reconnus comme êtres vivants doués de sensibilité et plus comme un bien meublé. On avait fait une émission avec Corinne Pelluchon là-dessus il y a très longtemps. Il y a cette phrase: les chiens ont des maîtres et les chats ont des serviteurs. Alors, on va parler de la communication intuitive. Et à la page 15, la femme qui fait la communication intuitive avec Jean-Claude Jeunel au sujet de Chanty, elle vous informe d'emblée que les informations qu'elle recevra de Chanty devront être remises à un format utilisable à notre fonctionnement humain. Les informations venant des animaux représentent leur façon de voir le monde et c'est pour ça qu'il nous faut parfois un peu de réflexion. Vous dites que vous aviez un coup de cœur pour Marine, mais c'est quand même Chanty qui vous a, à travers ses yeux, ramené vers votre maman.
Alors, c'est effectivement l'expérience qu'a vécue Jean-Claude Jenel, c'est qu'à un moment donné, effectivement, à travers le regard de ce chat qui le fixait à un moment donné, eh bien, il s'est rendu compte qu'il a découvert, il a perçu le regard de sa propre mère. Et c'est là où il a compris que, sans le vouloir, à moins que les chats aient cette conscience peut-être, en tout cas sans le vouloir, le chat est devenu une sorte de médium, d'intermédiaire justement, où il est possible à nos chers disparus, à nos chers défunts, d'entrer en communication avec le monde vivant. Et donc, c'est intéressant de voir que cette sensibilité féline a permis un contact, un rapprochement. Et Jean-Claude sait très bien faire la différence entre un fol espoir de retrouver ses proches et puis la réalité d'un contact psychique d'une grande intensité. Oui. Donc ensuite, Jean-Claude Jenel anime des ateliers. Il comprend que le phénomène est identique pour le monde des défunts et l'autre côté du voile. C'est-à-dire que dans les ateliers qu'il va animer sur la conscience animale, il comprend que le phénomène est identique pour le monde des défunts de l'autre côté du voile. Et c'est comme si cette communication animale l'amenait au même endroit. Oui, il y a effectivement cette notion que tout sur cette terre peut être un intermédiaire, quoi. On est dans un monde, on sait qu'on est dans un monde d'apparence parce que la réalité est beaucoup plus subtile que ça et que l'on perçoit à travers nos cinq sens. Et donc, le monde animal, mais aussi pour les chamans, ça peut être le monde végétal, voire minéral, ces mondes-là sont aussi des mondes connectés à l'invisible. Et dans l'expérience que Jean-Claude retrace et que j'accompagne dans l'écriture, c'est ça qui est important, c'est que les animaux, entre autres bien sûr, mais les autres règnent aussi, mais les animaux ont cette capacité à nous faire entrer dans une dimension plus subtile que celle qui consiste à gérer une vie humaine avec toutes les contraintes que nous connaissons, toutes les difficultés et toutes les ombres qui nous traversent. Les animaux n'ont pas les mêmes états d'âme que nous, et donc leur simplicité de présence nous permet nous-mêmes d'être beaucoup plus authentiques et beaucoup plus présents, je dirais, au monde intérieur qui nous habite. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est touché par les animaux, on est touché dans une sensibilité qui nous ramène au présent du ressenti présent, alors que notre mental voudrait toujours être un peu devant ou alors un peu nostalgique du passé. L'animal, lui, il est au présent. Hein. Ne le cherchez pas dans le passé ou dans le futur. Il est juste là, présent, et c'est ce qui fait sa beauté et c'est ce qui fait sa préciosité aussi. Il est écrit que les animaux donnent du rêve pour ceux qui les aiment. Les animaux sont un rêve, ils sont un besoin. Ils sont un besoin pour l'humain. C'est clair que quand on en a eu, on a beaucoup de mal à s'en passer. Il parle de Sekhmet, donc cette déesse égyptienne avec un corps de femme qui a une tête d'un animal. Et donc le corps d'une femme avec la tête d'un animal, c'est un accomplissement pour Jean-Claude et pour vous peut-être. Alors effectivement, c'est l'expérience de l'océan de lumière, justement, de la conscience féline, semble symboliquement présidée par Sekhmet. Alors, l'auteur, Jean-Claude, précise effectivement que dans son contact, il ne voit pas Sekhmet, mais c'est une représentation qui se fait dans son psychisme pour faire comprendre un certain nombre de notions liées justement aux symboles et aux archétypes. On vit dans un monde effectivement de symboles, on vit dans un monde symbolique, on vit dans un monde d'énergie, et parfois certaines images nous aident à comprendre justement les codes de ce monde d'énergie. Donc si on prend Sekhmet au pied de la lettre, c'est un peu bizarre qu'on rencontre de l'autre côté du voile une présence qui est un corps de femme avec une tête de lionne. Ça ne correspond pas à grand-chose. Mais si on voit qu'à travers les siècles en Égypte, puisque c'est une déesse égyptienne, si on voit qu'en Égypte, ça a été le support justement de différentes compréhensions du règne justement animal, et d'ailleurs on sait qu'en Égypte, pratiquement tous les dieux ont
des attributs d'animaux. Hein, il y a Sobek avec le crocodile, il y a Thoth avec l'oiseau, enfin bon, il y a un certain nombre, et puis Horus, bien sûr, avec le faucon. Bref, toutes ces grandes divinités ont un attribut animal, et c'est ce qui fait qu'il faut chercher dans la symbolique, donc dans la représentation. D'ailleurs, tout est question dans le livre d'interprétation. Si on prend le monde animal et ce qu'il nous fait ressentir, si on le prend au premier degré, ben, en fait, on ne décolle pas. Le but, c'est vraiment d'interpréter et de comprendre ce qui se joue dans nos profondeurs psychiques. Et d'ailleurs, je le dis à plusieurs moments dans le livre, les animaux sont, quand ils viennent dans nos rêves, sont des représentations de nos pulsions archaïques et très souvent de nos pulsions spirituelles qui réapparaissent dans nos rêves parce que notre démarche spirituelle a tendance à être un petit peu biaisée ou être un petit peu oubliée. Et la fonction symbolique de l'animal dans le rêve, très souvent, c'est de réveiller la conscience spirituelle qui aurait tendance un petit peu à s'assoupir parce que notre vie matérielle nous embarque dans des considérations bien trop terre-à-terre. Oui, alors sur les apparences, ici nous pouvons prendre l'apparence que nous souhaitons pour rendre visite aux êtres laissés sur Terre et qui nous ont aimés. Il peut être facile pour l'énergie d'un chien, par exemple, d'utiliser celle d'un congénère vivant et de l'investir pour rencontrer son maître au détour d'une rue. Tout est possible par amour. Ça peut être aussi, dans cette histoire-là, dans ce livre, il y a plusieurs chats, des chats qui meurent et d'autres qui les remplacent. Et puis on pose tous la question, ceux qui ont eu des animaux, si quelque part c'est pas une réincarnation d'un animal qu'on a déjà eu. C'est certain que c'est extrêmement tentant de penser cela. Mais en même temps, l'évolution est beaucoup plus complexe que cela. Nous, on fait des raccourcis par sentiment, hein, des raccourcis sentimentaux en quelque sorte. Mais c'est intéressant de voir que dans l'expérience que vit Jean-Claude, au moment où il perd ses deux chats parce que tenu par l'âge, il meurt, eh bien, quelques semaines après, il réaménage dans un autre lieu, donc il quitte son appartement, il réaménage dans un autre lieu où se trouvent déjà deux chats. Et quelques mois après, l'un des deux chats meurt de vieillesse, et curieusement, quelques semaines après, un nouveau chat arrive dans la propriété où il habite. C'est quand même extrêmement troublant de voir qu'il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du deux, en quelque sorte, qui se présente dans la vie. Ça fait partie des signes, mais je pense que vous-même, vous avez vécu de manière différente, moi-même, je l'ai vécu de manière différente, et nos auditrices et auditeurs probablement aussi. Alors moi j'en ai 4 maintenant, c'est toute une histoire, mais en repensant à un moment, dans le livre, il est écrit que l'animal, quelque part, on l'attend et on pense qu'il nous attend, mais moi je pense que les chats, c'est eux qui nous trouvent. Il y a beaucoup d'animaux qui nous trouvent, c'est pas nous qui allons vers eux. Voilà, j'en ai 4 maintenant. J'ai vécu un peu la même histoire que lui entre Chanty et Marine. Alors, il y a aussi l'exemple de l'enfant, hein, à la page 30. C'est une canalisation qui est faite de la communication animale. Je vous livre cette confidence. Un enfant ressent son animal de compagnie et la nuit, lorsqu'il se repose, l'animal peut lui parler, lui expliquer comment il aurait pu agir autrement en fonction de ses réprimandes reçues. L'animal conseille et croyez-le ou non, tout se fait sur un autre plan, celui du pur ressenti et de l'émotionnel. C'est aussi pour ça qu'on donne des ours en peluche et des peluches aux enfants. L'animal est un confident pour l'enfant. Vous dites que vous avez un chien quand vous étiez petit. Oui, et c'était effectivement, je me souviens maintenant, que c'était forcément le confident. L'animal, c'est l'être à qui on peut tout confier parce que intuitivement, on sait qu'il est sans jugement. Et c'est toute la différence entre l'animal, le règne animal et le règne humain, c'est que les animaux ne sont pas encombrés, et les animaux de compagnie encore moins, ne sont pas encombrés d'un mental et d'une instance de jugement. Et donc, il y a comme une écoute et on peut entrer en confidence et se parler à soi-même
j'allais dire, en prenant pour intermédiaire et pour témoin notre animal de compagnie. Et vous avez raison, moi j'ai vu que quand mon premier petit-fils est né et la seconde, la petite, il y a quelques mois, la première chose qu'on lui offre, c'est une petite girafe, un petit ours, un animal en quelque sorte. Comme pour rappeler effectivement la présence docile, la présence douce, la présence aimante, inconditionnelle de l'animal envers l'humain, ce que malheureusement on lui rend pas justice de cela. Oui, puis ce qui est drôle, c'est que finalement, on va le rendre un peu responsable de cet animal dès la plus jeune enfance, puisque quand il perd son doudou, il en fait toute une histoire. Il y a aussi cet attachement qui est entre l'enfant et ce doudou, quand il l'accepte, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de doudou. Les âmes animales n'ont qu'un désir, accéder à un autre plan, c'est-à-dire accéder à un plan humain. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que Chanty, c'est-à-dire ce chat, explique que finalement, son grand projet, c'est de ramener Jean-Claude dans son monde à lui, dans le monde des chats. Alors là, c'est drôle, cette histoire. Oui, et ça, c'est ce qui a quand même pas mal bouleversé le rapport de Jean-Claude avec son chat, c'est que d'un seul coup, grâce à Anna, donc cette vétérinaire qui fait de la communication intuitive, qui est en Suisse, qui est une des grandes personnalités justement de la communication animale, eh bien, elle révèle que le secret espoir de Chanty, parce que Chanty, ce chat-là, n'a jamais considéré Jean-Claude comme une personne, mais comme un compagnon de route, en quelque sorte. Ils sont tous les deux en compagnonnage. Et c'est intéressant de voir que les animaux, en général, ne nous considèrent pas comme des humains. Et ils voient bien on a un psychisme légèrement différent, qu'on a des fonctionnements différents, mais ils ne nous voient pas forcément comme des humains. Et plus on se rapproche d'eux, et moins cette différence est grande, justement. Et la fonction de Chanty, c'était de ramener dans ce paradis des chats, entre guillemets, si on peut dire comme ça, eh bien, c'est de ramener l'esprit d'un être qui a vécu l'humanité, qui a eu une incarnation humaine. Donc, le chat se situe là au niveau du psychisme et non pas au niveau du règne. Et nous, on se rend pas compte de ça. On se rend pas compte qu'on est avant tout, ce qui compte dans notre existence, c'est notre vie psychique, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et l'animal, lui, il est connecté à notre vie psychique, beaucoup plus qu'à nos humeurs, qu'à nos habitudes et que parfois à nos déviances. Et c'est là où il y a une vraie connexion, c'est une connexion psychique. Et c'est là où on doit apprendre avec l'animal de compagnie à se positionner sur cette fréquence psychique, justement, qui est la bonne fréquence de la communication authentique, en quelque sorte. Si on se place comme maître par rapport à des chats qui seraient nos élèves ou bien nos subordonnés, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout comme la nature, prendre conscience que la nature n'est pas un décor, mais elle a une vie psychique et qu'on fait partie de cette vie psychique. Et comme on a oublié ça depuis pratiquement les peuples premiers, depuis des centaines d'années, eh bien, on paye le prix fort justement d'une écologie qui ne peut pas réparer tous les dégâts qu'on a pu faire parce qu'on se considère comme en haut de la pyramide de l'existence et de la vie. Et ça, c'est une très, très grave erreur. L'avantage d'avoir des animaux avec soi, c'est qu'ils nous ramènent justement à un temps présent. Et comme je l'avais mis en exergue, ils nous ramènent à une façon d'être première qui est le contrepoids efficace à l'idéal de soi et remède sans pareil aux idéologies. Donc nous, on fonctionne sur des idéologies. Les animaux, eux, sont beaucoup plus pragmatiques parce ils sont fidèles à la vie psychique qui leur est impartie, alors que nous, on trahit cette vie psychique, en quelque sorte. On tue, on viole, on massacre, on détruit, on pollue. C'est-à-dire qu'on ne fait pas preuve, on trahit l'intelligence de la vie psychique. Or, la présence des animaux, c'est une présence intelligente.
et ce soit dans un oiseau, un serpent, un furet, un chat, un chien, un cheval, peu importe, tous les animaux ont cette capacité à nous faire ressentir une vie psychique au présent et éviter justement qu'on se prenne pour les maîtres du monde. Il y a Edgar Tolle qui dit qu'il a côtoyé de nombreux maîtres et que c'était tous des chats. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande et Bonne FM. Nous parlons de la conscience animale, une exploration du monde spirituel félin avec Yannick Lecam qui est l'auteur avec Jean-Claude Genel de ce livre, La conscience animale aux éditions d'Entre-deux mondes. Oui, donc on peut penser que avoir un animal, c'est rencontrer l'amour en soi avec l'aide des animaux, à condition de ne pas s'y réfugier, parce que si on se réfugie trop juste avec les animaux, on peut avoir tendance à exclure l'humain, et ça, c'est pas une bonne chose non plus. Hein. Non, effectivement, on peut rencontrer toutes sortes de refuges comme ça. Certains se réfugient dans la spiritualité, d'autres se réfugient effectivement dans l'amour qu'ils ont pour les animaux, d'autres se réfugient dans le travail. Enfin, il y a toutes sortes de refuges comme ça qui sont malheureusement des refuges desquels parfois ils ont du mal à revenir. Et si on se réfugie dans le monde animal au détriment de notre relation aux hommes et aux femmes, ça devient problématique. Il y a quelque chose il y a un dysfonctionnement dont il faut être conscient et ça nous isole. Tout refuge a tendance à nous isoler parce que il peut être confortable, il peut nous éviter surtout d'être confrontés à une vie qui parfois est un peu douloureuse, souffrante, une vie qui parfois n'est pas toujours très très facile à gérer et à assumer. Et dans ce cas-là, oui, il peut y avoir ce refuge de l'amour animal parce que, comme je le disais tout à l'heure, zéro jugement, zéro a priori, et puis une attitude authentique qui est tellement régénérante, qui est tellement rassurante aussi. Vous comparez à la page 65 l'animal avec les enfants, il est écrit, mais si nous en revenons aux animaux domestiques et de compagnie, que nous apprennent-ils? Principalement à être responsable d'autrui. Accepter un animal chez soi et s'en occuper, c'est une responsabilité. L'on nous objectera que les animaux ne sont pas des enfants, mais en quoi notre responsabilité serait-elle moindre? Comme les enfants, les animaux n'ont rien demandé. Comme les enfants, les animaux pensent de manière autre. Et comme les enfants, ils sont souvent vulnérables et imprévisibles. C'est un très beau passage que vous venez de lire, Joël, parce que c'est l'école, le monde animal pour nous. C'est un peu l'école, effectivement, de l'authenticité, l'école de la vulnérabilité. Et c'est intéressant de voir qu'on est dans une époque où on se rend compte, effectivement, que la vulnérabilité, elle est incarnée par les femmes. On voit que ce système humain repose sur la maltraitance systématique du plus faible, alors que c'est le contraire qui devrait exister. Le plus fort doit être au service du plus faible. Or, l'ego et la propension égotique des êtres humains fait que dès qu'il y a une toute-puissance qui peut s'exercer, eh bien, elle s'exerce sur la nature, sur les animaux, sur les enfants, sur les femmes. Une discussion qu'avait eue Jean-Claude Genel avec son ami chef coutumier des Hurons au Québec. Ce chef coutumier disait, mais à partir du moment où on a commencé à abîmer la nature, alors tout le reste a suivi, c'est-à-dire on a maltraité les femmes, on a maltraité les enfants, bref, tout ce qui représente de la vulnérabilité, l'être humain et le mâle en particulier lui a opposé une barrière, et c'est la barrière de la toute-puissance. Et c'est ça qui est aussi dénoncé dans ce livre à travers cette expérience de la conscience animale, c'est de dénoncer la toute-puissance comme barrière à la vulnérabilité, à reconnaître que nous sommes des êtres vulnérables, mortels, faillibles, alors que ce rempart de la toute-puissance voudrait qu'on soit irréprochable, on soit parfait, on soit perfectionniste, etc. Et les animaux nous montrent tout le contraire.
il nous montre justement un rapport au présent, un rapport à la nature et un rapport justement à cette vulnérabilité puisqu'ils dépendent de nous. Même les animaux sauvages, on a fini par les massacrer. On parle de la 6e grande extinction, justement, depuis quelques dizaines d'années, et c'est vrai qu'on fait disparaître des races et des animaux par millions. Mais certains vous diront qu'il y en a d'autres qui apparaissent qu'on ne connaissait pas. Marguerite Yourcenar, que vous citez dans votre livre, avait cette super phrase: l'homme a peu de chances de cesser d'être un tortionnaire pour l'homme tant qu'il continuera à apprendre sur la bête et les bêtes son métier de bourreau. Est-ce que les animaux sont médiums? Être médium, c'est être entre deux mondes. Donc, est-ce qu'ils sont médiums? Mais je dirais que Oui. oui, dès l'instant où on exprime pleinement sa vie psychique, on est forcément connecté, je dirais, à tous les mondes, voire même à toutes les dimensions des mondes. Après que cela s'officialise parce qu'on sent que la connexion est très forte et qu'on puisse être, comme Jean-Claude Genel, un médium de certains plans intermédiaires, ou bien d'aller puiser dans la mémoire du temps, dans la mémoire akashique, ça c'est autre chose. Mais en fait, on est tous effectivement médiums, parce que les règnes se côtoient, ils ne sont pas les uns à côté des autres. Dans la nature, tout est interconnecté. Et c'est ce que d'ailleurs les peuples premiers et les chamans ou les hommes médecine des peuples premiers ont toujours démontré, c'est qu'ils étaient capables de rentrer en contact avec cette vie psychique au-delà de ce qu'on a réduit, nous, d'utile pour notre vie humaine. Il y a Kay Milton qui dit que pour donner la parole aux animaux, il faut savoir entendre dans son propre corps l'écho qu'ils produisent, c'est-à-dire de devenir un peu animal. Si on commence à écouter un animal, c'est notre part animale qui est entendue. Oui, je crois que c'est ça, effectivement. C'est d'un seul coup, on fait tomber des barrières qui se sont érigées de manière artificielle, hein, on a quitté la nature pour la culture, mais la culture a fini par nous happer en quelque sorte et à nous faire oublier notre part nature. Et je crois que la présence animale, précisément, elle vient réveiller une résonance nature en nous, hein, notre nature première, qui d'un seul coup nous permet de faire tomber les masques de suffisance, de domination et de toute puissance. Oui. La question est posée dans votre livre: à quel moment la conscience serait-elle passée du règne animal au règne humain? Mais qu'est-ce qu'on appelle la conscience? Est-ce que l'animal a une conscience? Il y a deux questions dans la même. Enfin, à quel moment la conscience humaine serait-elle passée du règne animal au règne humain? Alors, on pourrait dire que votre première question juste avant sur la notion de connexion, de médiumnité, nous parle de ça. En fait, il n'y a pas de temporalité dans ce passage. Je crois que les passages se font à tout moment. Et quand on a pleinement conscience de notre réelle humanité, prendre conscience de notre propre humanité, c'est prendre conscience de la totalité des règnes qui nous constituent. On est constitué du minéral, du végétal, de l'animal. On est des animaux d'ailleurs, on nous dit qu'on est des voilà, animaux. exactement, on est quand même des mammifères, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de temporalité, c'est pas linéaire. On passe pas, l'âme en quelque sorte, on pourrait dire, ne passe pas dans le minéral, le végétal, l'animal pour se glorifier dans l'humain. Non, non, il y a vraiment, l'âme traverse les mondes, traverse les règnes et les expériences se produisent. Après, qu'on soit capable, nous, de prendre conscience de notre propre existence, quand je suis en colère, j'ai la capacité de savoir que je suis en colère. Alors qu'un animal, par exemple, peut être agressif, mais il ne sait pas qu'il est agressif, parce que c'est son codage, j'allais dire, d'instinct, qui fait qu'il réagit à des situations. Mais il n'a pas forcément conscience qu'il réagit à des situations. Le problème de la conscience animale, c'est que ce sont les humains qui jugent de la conscience animale. Et dans ce livre, on a démontré effectivement que
on ne peut pas juger, nous, de ce qui est conscience dans l'animal ou intelligence de l'animal, mais c'est d'essayer d'entrer en communication avec ce psychisme animal pour comprendre comment il fonctionne. C'est pour ça que des personnes comme Anna Evans, Madame Krenker ou bien Sylvie Allium et même Corinne Pelluchon montrent à quel point on a besoin d'entrer en sympathie, en connexion subtile avec le monde animal pour comprendre que c'est un autre monde, mais que ce monde nous habite et qu'il fait résonance avec des qualités profondes que nous avons et sur laquelle se fonde notre véritable humanité. Oui, vous dites que l'évolution ne connaît pas de marche arrière. Et puis, à la page 85, en début de chapitre, l'humanité est-elle totalement sortie du règne des instincts archaïques qui caractérisent le règne animal avec son monde de survie permanente, de domination et de guerre de territoire? La réponse est dans la question. On est finalement, donc il y a le monde minéral, végétal, animal, on est d'accord? On fait partie du monde animal, il faudrait qu'on arrive au quatrième monde, qui serait un monde humain, qui aurait vraiment dépassé tout cela. Voilà, et je pense qu'une des grandes figures qui a montré notre devenir, qu'on pourrait appeler un devenir profondément christique, c'est le personnage de Jésus. Et à travers la phrase qu'il a laissée comme testament, on pourrait dire, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, là est la clé, effectivement, de la réelle connexion de tous les mondes, que c'est l'amour qui est le lien et qui permet les connexions et qui permet d'entrer dans la relation véritable avec tous les règnes et bien sûr avec nos propres congénères. L'amour reste la fréquence qu'il nous faut éveiller et je pense que tous les règnes contribuent, poussent dans cette direction. On voit que dès l'instant où il y a de l'amour, même un animal sauvage, très très rapidement, peut côtoyer les humains sans jamais les agresser, sans jamais avoir peur, etc. L'amour, c'est vraiment la fréquence universelle qui va nous permettre, et on est encore loin de cela, mais on s'en approche, qui va nous permettre de créer une forme d'unité des règnes pour vivre enfin en paix sur Terre. Donc ça se poursuivait avec l'intelligence qui nous anime, l'âme porteuse de la divine présence est présente partout, endormie dans le minéral, silencieuse dans le végétal, elle épouse les cycles de l'animal pour s'épanouir dans la conscience humaine. Ce qu'aurait de plus l'humain par rapport à l'animal, c'est la conscience. Voilà. Et la conscience, voilà, parce qu'il en fait un mode opératoire, en quelque sorte. L'animal est conscient de ce qu'il est simplement parce qu'il agit, parce qu'il est selon son programme. Nous, on a une possibilité formidable, le règne humain, c'est de dépasser le programme. C'est de travailler et de faire en sorte, c'est pour ça que j'ai apporté ma part dans la coécriture de ce livre, c'est qu'on a la possibilité que ce qui est inconscient puisse devenir conscient. Parce qu'il y a dans l'inconscient, dans la psyché inconsciente, des forces vives, des forces d'évolution, des forces créatrices d'évolution qu'il nous faut justement mettre à jour. Sinon, on voit bien que sinon, il y a une certaine folie qui nous guette et on voit que cette folie, elle est en train de ravager le monde. À la page 119, si l'on considère la Terre comme un vaste laboratoire, il est alors de notre devoir de travailler sur nous-mêmes, d'œuvrer afin de nous libérer des interdits que nos mémoires ont cristallisés et dont les institutions de toutes sortes sont les gardiennes. L'écrivain voyageur Sylvain Tesson disait très justement que les animaux incarnent la volupté, la liberté, l'autonomie, ce à quoi nous avons renoncé. Et en ce moment, dans cette période, ça nous parle beaucoup. Yannick, le cas. Oui, tout à fait. Volupté, liberté, autonomie, ces trois états, en quelque sorte, ont été passés à la moulinette de ce qu'on pourrait appeler l'économisme, c'est-à-dire qu'on a mis au centre de l'existence, on a mis l'économie, on a mis l'argent,
et on a évacué effectivement tout ce qui était de l'ordre de cette liberté, de cette autonomie. On le voit avec le vaccin et la pandémie, on voit effectivement et pas seulement avec la pandémie, mais il y a toutes sortes de libertés qui ont tendance à se restreindre, tout ça pour plus de sécurité, pour ne pas mourir. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de notre peur infinie, de notre finitude, justement, du fait qu'on va on va tous mourir, et je pense que cette peur-là, elle nous réduit considérablement dans nos ressentis, dans notre liberté. Quand on est en présence des animaux, on oublie ça. On oublie effectivement la peur de la mort. On est dans un temps présent qui est celui justement où on retrouve un peu de liberté, un peu de volupté et d'autonomie. Oui, alors c'est un peu bizarre parce que vous écrivez à la page 136, ce qui différencie l'être humain de l'être animal, c'est peut-être que nous avons conscience d'être un projet, ou tout du moins de faire partie d'un projet. On peut se poser aussi de savoir si les chats ont une mission, si les animaux ont une mission. Mais si on avait conscience de faire partie d'un projet, je pense qu'on se défendrait un peu plus avec ce qui nous arrive en ce moment. Donc, Oui, voilà, et c'est même Albert Camus qui disait que l'homme est un projet en attente d'être réalisé, mais on voit bien que certains s'arrogent tous les privilèges parce qu'ils ont conscience de ça, sauf que c'est au détriment, et effectivement au détriment de la nature, au détriment des animaux, au détriment des êtres humains les plus faibles. Et là, il y a quelque chose qui nous échappe dans le projet, parce que je pense que c'est un projet amoureux. C'est enfin de ressentir, d'être amoureux de l'amour et de mettre l'amour comme fil conducteur de nos relations, de nos existences et de notre propre épanouissement. Et je crois que on a essayé de montrer dans le livre avec Jean-Claude justement que les animaux contribuent, le règne végétal, animal aussi contribue à ce mouvement vers le haut symboliquement, hein, toujours vers des fréquences plus hautes, sauf qu'on voit bien qu'actuellement l'humanité est plutôt dans des basses fréquences. Et je pense que c'est ce qui a été vu à travers la médiumnité de Jean-Claude, c'est que le règne animal continue ses efforts justement pour nous ramener à quelque chose de plus humain, hein, qu'on retrouve une forme d'humanité, alors qu'on est capable, là sur Terre en ce moment, il y a entre 50 et 60 conflits armés qui font des centaines de milliers de morts chaque année. Et voilà, il n'y a pas d'animaux qui ont des plans pour détruire d'autres animaux, ça n'existe pas. Il n'y a que l'être humain qui a inventé effectivement les génocides, les holocaustes et autres atrocités sur le propre genre humain, et puis après, par extension, sur la nature. et je poursuis dans ce chapitre, nous sommes des êtres en devenir. C'est ce qui fait que nous avons davantage conscience du temps que les autres règnent. D'un point de vue spirituel, il n'y a pas pour nous de futur au sens littéraire, mais nous avons une dimension messianique, un au-delà de soi qui nous verra demain différent d'aujourd'hui, et c'est bien l'éthique qui nous fait garder le cap de cette réalisation personnelle autant que collective, dans laquelle nous incluons tous les règnes. L'être humain peut se souvenir de son futur parce qu'il sent en lui une trajectoire, une intention qu'il porte comme une espérance de liberté. Voilà, et dans le livre, on montre que le règne animal, entre autres, c'est un point d'ancrage justement dans ce plan qu'on pourrait appeler spirituel ou de ce plan divin, hein, qui est un petit peu caché quand même, qu'on essaye de deviner. Mais les animaux sont là comme des points d'ancrage, qui peuvent nous ramener à une intelligence première, presque parfois instinctive, de survie, hein, pour ne pas qu'on sombre dans un anéantissement comme on a pu connaître avec la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres génocides. On a cette capacité que n'ont pas les animaux de nous détruire totalement, voire de détruire la planète. Et c'est quelque chose de très grave. Et on voit à travers la connexion avec les animaux que les animaux nous ramènent à quelque chose de plus humain. Mais encore faut-il arriver à quitter cette folie qui parfois nous guette, nous gagne aussi, et que les grands dictateurs, justement, incarnent totalement. Ils incarnent la folie parfois d'un peuple qui est en recherche de lui-même et qui a complètement oublié, justement, les fondamentaux que le règne animal, végétal
et minérale nous rappelle en permanence, en permanence. La vie de Gaïa, c'est une vie présente qui est le support d'une intelligence en devenir. Mais je crois que si, et c'est Pierre Rabhi qui en parlait très bien, lui qui est parti, qui est mort là, le 4 décembre dernier, c'est Pierre Rabhi qui disait, si on ne fait pas les choses intelligemment, si on ne montre pas notre intelligence, on disparaîtra. Oui, il y a aussi Gandhi qui disait qu'on juge un peuple à la valeur dont il s'occupe des animaux. C'est pas exactement la phrase, mais c'est. Oui, à la manière dont on traite les animaux, oui, tout à Oui, fait. Parce que les animaux, en fait, sont le symbole de ce qui est vulnérable. Parce qu'on peut en faire ce qu'on en veut. parce qu'on est censé être le maître. On est censé Voilà, être leur exactement. maître, voilà, parce que donc ce sont un peu nos anges gardiens qui ne réclament rien, simplement d'être à nos côtés, de partager notre grandeur et notre misère. Donc les Et oui, animaux, il y a près de 40 ans, quand Brigitte Bardot avait créé sa fondation, tout le monde se moquait d'elle, avec les bébés phoques, les animaux qu'elle tout le recueillait, monde, etc. Yannick Lecam, peut-être Oui, pas tout le monde, moi je me moquais pas, oui. et vous sûrement non plus. Mais c'est vrai que les bien-pensants se moquaient d'elle. Et on voit le chemin qui a été fait. Je pense que des associations comme L214 et les trentaines d'associations qui existent, ne serait-ce que déjà en France, et qui défendent la cause animale, eh bien, sont issues de ces grandes initiatives de ces Brigitte Bardot, de ces Jane Goodall, de ces personnalités partout dans le monde qui ont montré une voie autre, donc une voie possible de, à la fois de rédemption, je dirais, et puis de reconnexion avec le vivant et avec l'intelligence du vivant. Oui, il y avait la SPA déjà fin des années 1800. Boris Cyrulnik qui nous dit que le jour où nous comprendrons qu'une pensée sans langage existe bien chez les animaux, nous mourrons de honte de les avoir enfermés dans des zoos et de les avoir humiliés de nos rires. Mm. Ça m'a toujours fait mal d'aller dans les zoos quand j'étais enfant, ça me plaisait pas. Donc, si, Oui, oui, de voir tous ces animaux en cage. Troisième et dernière partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, IDFM 98.fr, sur toute la planète Terre, toujours avec Yannick Lecam, et nous poursuivons cette étude de la conscience animale écrite avec Jean-Claude Genel. Alors, on va terminer sur donc quel rôle l'animal va-t-il jouer pour qu'il y ait une vraie prise de conscience de l'être humain en cette période d'urgence. Je pense que moi j'ai la réponse, vous l'avez aussi. Quel rôle il va jouer l'animal en ce moment? mais je pense que quand on voit que les méga-feux d'Australie ont fait disparaître des millions d'animaux, d'un seul coup, il y a une prise de conscience que le danger sur la planète, c'est l'homme. Et je pense que l'animal, il est capable effectivement de se sacrifier, mais il est capable aussi, par son silence, c'est ça qui est étonnant, ils ne demandent rien, les animaux, dans les abattoirs, mais d'un seul coup, c'est l'être humain qui prend conscience de ce qu'il est en train de lui infliger. Donc, à un moment donné, notre toute-puissance ne sera plus tenable parce qu'on va, à un moment donné, prendre conscience que, que ce qu'on inflige aux animaux, ce qu'on inflige à moins fort que soi, entre guillemets, c'est quelque chose d'horrible, quoi. Et là je fais un parallèle, hein, c'est pas du tout pour changer de sujet, mais si les grands mouvements féministes sont en train de renaître de leur cendre actuellement, c'est, je pense que ça va être profitable à l'ensemble du vivant, aux femmes en particulier, aux enfants évidemment, et à tout ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité, donc la nature, les animaux et autres. Je crois que c'est important que les scandales sortent pour montrer à quel point nous avons atteint une cruauté extrême. Et je pense que les animaux, silencieusement, psychiquement, seront toujours présents dès qu'il y a des failles, dès qu'on va ouvrir un peu le cœur. Je pense que le psychisme animal va pouvoir justement y pénétrer et nous faire ressentir autre chose que de la toute-puissance. Dans ce que vous venez de dire, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas demandé l'autorisation aux animaux pour les vacciner et qu'on peut peut-être se sentir un peu animal dans ce qu'on est en train de nous infliger.
c'est écrit aussi à la fin de votre livre, nous avons besoin d'un choc pour retrouver notre instinct de survie, cet instinct de survie que les animaux n'avaient pas perdu. Il va peut-être falloir nous secouer un peu, et ce qui nous arrive en ce moment, ça peut être une bonne chose. Voilà, ça en fait partie. Je pense qu'il va y avoir probablement, et c'est pas terminé, il va y avoir probablement des chocs successifs, pas forcément dans les mêmes domaines. Ça peut être la santé, ça peut être l'économie, ça peut être toutes sortes de domaines où, à un moment donné, effectivement, la combinaison, la convergence de ces différents chocs pourra créer une prise de conscience de ceux qui dirigent, hein, parce qu'en fait, la nouvelle conscience, elle est déjà présente à travers toutes sortes de réseaux, d'initiatives comme la vôtre à la radio, par exemple, de donner la parole justement à la spiritualité, aux sensibles. Mais je pense qu'il y aura, voilà, c'est quand les dinosaures ont disparu, eh bien, les petits mammifères ont pu proliférer. Et ben, ce sera la même chose quand le capitalisme et toute la machine de guerre économique se sera effondrée. Eh bien, les nouvelles initiatives de la conscience émergeront. Moi, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y a une prise de conscience chez nos dirigeants, puisqu'ils se sentent un peu les maîtres du troupeau que nous sommes. Donc, ce n'est pas eux qui vont prendre conscience, parce que, ou alors, il faudrait vraiment que l'évolution fasse un grand pas. Je pense que la prise de conscience, elle se fera par le bas, et que Oui, c'est que le troupeau qui va décider de reprendre, comme je le disais juste à l'instant, là, de retrouver leur instinct de survie, parce que je pense que c'est tout ce qui nous reste en ce moment, c'est d'avoir peut-être un instinct de survie et de rester un peu animal, de rester oui, dans le domaine animal pour s'en sortir. On n'a pas le choix là en ce moment. Il ne faut pas essayer de grimper vers le transhumanisme et de devenir un dieu sur Terre, contrairement à ce que nous proposent nos dirigeants. oui, tout à fait, tout à fait. Bon, on va dédier cette émission à ceux qui sont disparus, Chanty, Et Pacha, Marie. Pacha qui n'était pas un chat. Euh, c'est qui Avashanti était un grand psychisme dans un petit corps, comme il est dit dans le Ah, livre. Pacha, c'était pas un chat, c'est pour ça que j'avais appelé Pacha, c'était bon. Pacha, et puis il y en a une autre qui est partie aussi, c'est Mathia. Ah oui, Mathéa. Mathéa est partie, et puis Mathéa est partie également. Et Marine aussi qui est partie sûrement. Oui, Marine, aussi. parce que ça vit pas longtemps un chat, donc comme on vit plus longtemps qu'eux, ben on a vraiment la peine de les voir partir. Et puis à ceux qui sont encore là, je pense que Titi est encore là. Oui, Charlie toujours est présent. encore là et Kali, la compagne de Pacha, est encore là. Et les trois qui viennent d'arriver, Coco, Yop et Sweetie, qui sont des chats. Et on dédie aussi cette émission à tous les chats et les chiens que vous avez Oui, aimés, que vous aimez encore, puisque le maître mot de cet ouvrage, c'est l'amour. Et la question comment as-tu aimé que vous posez dans le livre quelque part, le chat, le chien, ben c'est ça. Comment on arrive à les aimer, parce qu'à un moment, on parle du service. C'est vrai qu'on est à leur service aussi. On est leur serviteur. oui, et on se doit d'aller vers une compréhension de qui ils sont, quoi. La vraie conscience, c'est le service. Et, euh, et c'est Oui. pas, comment ça s'appelle c'est pas l'esclavage. Voilà, ce ne sont pas nos esclaves. Voilà, c'est la coopération, c'est la collaboration, voilà, c'est vraiment mettre ensemble nos intelligences au service forcément de ce plan un peu mystérieux qui fait qu'on est sur Terre et qu'il y a quelque chose en évolution dans notre cœur et il y a des grands êtres qui viennent régulièrement frapper à la porte du cœur pour nous dire que c'est bien l'amour qui est le maître du jeu. Qu'est-ce que Jean-Claude fait en ce moment? Il redonne des séminaires. Sur quoi il travaille en ce moment, Jean-Claude Genel? Alors Jean-Claude prépare effectivement des retraites spirituelles et il prépare aussi un enseignement basé sur les polarités masculines et féminines du disciple. Et pour illustrer ces deux polarités, ce féminin et ce masculin, il va s'appuyer sur deux personnages historiques proches de Jésus, à savoir Jean pour la polarité masculine et Marie-Madeleine pour la polarité féminine. Lequel Et des donc, deux? grâce aux lectures akashiques, on va un petit peu découvrir ces personnages qui sont pour nous maintenant des archétypes, des symboles justement de ces énergies d'accomplissement qui sont en nous, quoi, du masculin et du féminin, et de l'alliance qu'il faut obligatoirement faire pour être en équilibre et en création et en créativité.
Et vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment, Yannick? Alors, Le- moi, j'ai beaucoup de travail parce qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en difficulté et en souffrance. Donc, je fais mon travail d'analyste puisque mon travail consiste à l'interprétation des rêves, c'est-à-dire comment le psychisme nous parle pendant la nuit et j'apprends je permets aux personnes de comprendre effectivement quels sont les messages qui sont envoyés par la psyché inconsciente pour que le conscient reste à flot et surtout continue d'évoluer et évite de s'effondrer dans ce néant que nous propose le monde matérialiste. On a tous remarqué, si on a des chats ou des chiens, qu'ils rêvent tout comme nous. On les voit rêver, on les voit galoper après un lapin ou je ne sais quoi. C'est vrai que Mhm. les animaux rêvent, hein, ça c'est Oui, sûr. oui, tout à fait. Oui, oui. C'est la même chose que nous. Donc, comment on peut retrouver Jean-Claude? Il a un site internet, Oui, c'est le site gproduction.fr, tout simplement. gproduction.fr. Et vous, on vous retrouve comment, Yannick Lecam? Alors, vous tapez Yannick Lecam et à mon avis, vous atterrissez sur le site sur mon site de formation, de coach et d'analyste de rêve. Ok. Vous avez un mot pour terminer l'émission? Quelque chose peut-être qui vient. Ah, le mot, il serait simple, c'est vraiment aimez inconditionnellement vos animaux, écoutez-les et ils vont vous transmettre ce que vous avez de meilleur et que parfois vous avez tendance à oublier tant nous sommes affairés à gérer une vie humaine qui parfois n'a pas trop de sens. Voilà. Ok, n'oubliez pas non plus que c'est un peu comme nos anges gardiens, que quelque part ils sont là pour nous laisser un peu les pieds sur terre aussi dans ce moment où on se sent pas bien. Merci beaucoup, Oui, Yannick Lecam. Le livre s'appelle La conscience animale. Il est publié aux éditions EDM Entre deux mondes de Jean-Claude Genel et de Yannick Lecam. Merci beaucoup, Yannick. merci infiniment Joël, merci à tous.